Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera un nouveau guide sur une autrice que j'adore et que je pense que vous savez beaucoup aussi. C'est Leigh Bardugo. Pour ceux qui s'en souviennent, enfin c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la première vidéo de mon mois de février c'était un guide sur Sarah J Maas. Et j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont demandé si je pouvais faire le même concept avec Leigh Bardugo. Mais oui, avec grand plaisir, je vais vous parler d'elle dans cette vidéo et on va tous être contents parce que cette femme est incroyable. J'ai mis 2-3 petits termes sur ce que je pense d'elle. On va pouvoir commencer avec un petit récapitulatif sympathique des livres qu'elle a sortis parce que au final, il y en a quand même pas mal et ça s'enchaîne un peu comme Sarah J Maas. Il y en a plusieurs qui sortent dans l'année, il y en a qui sont traduits, il y en a qui sont pas traduits. Donc on va mettre ça au clair. Je pense que maintenant tout le monde est au courant que l'une de ses sagas les plus connues c'est Shadow and Bone. Elle va être adaptée sur Netflix en avril, donc on en entend beaucoup parler. Elle est sortie en 2012 et il y a eu un tome chaque année, donc le deuxième tome en 2013 et le troisième tome en 2014 et ils sont tous traduits. Donc ça c'est vraiment sa première trilogie, c'est la saga qu'il a lancée, qu'il a commencé à la mettre dans les classements, comment elle a été connue et elle a débuté avec ça donc 2012 qui reste finalement assez récent. Puis elle a directement enchaîné, donc après le troisième tome de Grisha qui est sorti en 2014, en 2015 elle nous a sorti le fameux Six of Crows que on entend parler de tous les côtés, qui est génial. Et l'année d'après en 2016 nous avons eu le tome de Crooked Kingdom. Les deux tomes là pareil, ils ont été traduits en français, je pense qu'il y a même plusieurs éditions, enfin vraiment c'est... Là il y a pas de souci, vraiment vous pouvez y aller. Puis elle a fait une petite pause, on est passé de 2016 à 2019 où là on a eu King of Scars et après dans la même année mais en fin d'année on a eu Ninth House. Mais ce n'est pas tout parce que je vous vois me dire ouais mais t'oublies des livres. Oui, c'est juste que là je vous ai cité vraiment les romans et là on va parler de deux livres qui sont pas vraiment des romans mais plus des recueils de nouvelles sur son univers qui est le Grishaverse. Nous avons évidemment The Language of Thorns qui est sorti en 2017 et nous avons The Light of Saint qui est sorti tout récemment en 2020. Alors le premier a été traduit sous le Chant des Ronces mais le second n'a pas été traduit. Tous ces livres ont été traduits donc je pense qu'il sera traduit, c'est juste qu'il est encore un peu récent. Et petite information bonus, il y a quelques instants je vous ai parlé de King of Scars et il y a le tome 2 de cette saga duologique qui sort en mars 2021 donc de cette année. J'ai extrêmement hâte. Maintenant qu'on a posé tous les livres, je sais elle a dû en écrire un ou deux à côté mais là c'est vraiment les plus connus et ceux dans lesquels on va parler dans la vidéo. Et bien nous avons l'univers du Grishaverse. Qu'est-ce que le Grishaverse? C'est un univers dans lequel elle a écrit ses livres qui est totalement formidable et qui est... Ah mon dieu! Juste avant de donner mes petites précisions, je précise, je n'ai pas lu les deux recueils et je n'ai pas lu King of Scars. Donc vraiment King of Scars, je vais pas m'avancer sur le setting où ça se passe parce que j'en ai aucune idée mais techniquement le personnage principal est le roi de Ravka. Donc je pense que ça se passe à Ravka et que ça rejoint plus ou moins les éléments qu'on avait dans la série des Grisha. Commençons par le début. Sa première trilogie, donc Shadow and Bone, on a 3 tomes, c'est assez logique. On va suivre dans cette saga là Alina et Mal. Plus précisément, on suit beaucoup plus Alina qui est vraiment le personnage central. Je vais pas vous faire un énorme résumé, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, c'est dans un monde magique et de base, ben, elle et Mal sont orphelins, ils ont pas de pouvoir magique, ils vivent leur meilleure vie. Et un jour, Alina découvre qu'elle a un pouvoir magique, mais pas n'importe lequel. C'est bien sûr une Grisha, mesdames et messieurs. En plus, avec le pouvoir de la lumière, l'un des plus puissants, évidemment. Elle est genre badass, c'est The Chosen One, blablabla. Bla. On a un grand méchant, le Darkling. Enfin, on a tous les bons petits éléments pour faire une série fantastique chouette. Et donc cette saga là, c'est vraiment la première, là où tout se passe. Si je devais vous dire quelque chose là-dessus, c'est que vraiment le style d'écriture de Leigh Bardugo dans ce livre, c'est très marrant, je trouve vraiment. Parce qu'en fait, c'est une saga que je suis en train de relire, donc c'est que j'aime bien, mais c'est tellement différent de ce qu'elle a écrit après. Et franchement, si vous lisez tous ces livres, vous allez voir vraiment un Shadow and Bone et ses autres livres. Et hier justement, je lisais une interview d'elle et elle disait, donc ça c'est pas forcément le style d'écriture, mais ça veut quand même dire qu'elle a pas mal cogité, alors que je le rappelle, entre le tome 3 de Shadow and Bone et le premier tome de Six of Crows, il y a eu 1 an. Donc vraiment un an à la glow-up de malade. Mais bref, donc dans l'interview d'elle que je le disais hier, en fait elle disait qu'elle avait pris un peu du recul et qu'elle avait remarqué au final que dans Shadow and Bone, il y avait pas vraiment de diversité et que c'est pour ça aussi qu'elle avait essayé un peu de mieux faire les choses dans Six of Crows, ce qu'elle a totalement réussi. Et enfin vraiment allez voir des interviews d'elle, je l'adore, vraiment je l'admire tellement. Mais juste pour vous dire que pour moi Shadow and Bone
Bones, c'est une très bonne saga, mais elle a été sortie en 2012. Il faut quand même garder en tête que c'est une série YA et que si elle a bien marché en 2012, c'est parce que elle est respectée et elle respecte encore des gros critères de fantasy. Donc si vous lisez énormément de fantasy et que vous avez tous les clichés en tête et que c'est quelque chose qui peut vous énerver, vous attendez pas un truc de ouf avec Grisha. Grisha, c'est rempli de clichés. Personnellement, moi je l'ai lu parce que c'est elle qui l'a écrite et c'est pour ça que ça m'a donné envie, parce que j'aimais beaucoup l'univers. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je veux dire, moi j'ai pas été là quand elle l'a sortie en 2012, donc c'est vrai que j'ai pas pu lire ça en premier, et entre temps j'ai lu plein de sagas fantastiques qui font qu'il n'y a plus rien d'incroyable, mais ça reste quand même une très bonne lecture, donc c'est pour ça, c'est un peu à vous de voir si vous voulez tenter ou pas. Après il y a toujours la série qui va arriver si vous avez un peu peur du livre. Maintenant passons à la duologie Six of Crows et Crooked Kingdom. Oh, mais pour moi clairement c'est deux meilleurs livres. Le tome 2 pour moi est encore meilleur que le tome 1. Vraiment c'est pour vous dire, c'est incroyable. En fait dans cette duologie elle a réussi déjà à improve son writing style. Le world building il est incroyable, genre vraiment. Et donc pour vous situer, parce que va peut-être falloir faire un résumé, dans ces deux livres là on va suivre une bande de personnages. Donc pareil on a un peu notre personnage dark, badass et tout, qui est Kaz et qui a besoin en fait de recruter d'autres personnes pour faire un énorme braquage, enfin, voilà, le boom plot et tout. Donc il recrute des gens et on va suivre ces gens dans leur aventure et tout, et c'est hyper cool. Le tome 1 c'est vraiment t'as une grosse mission et tu suis ça. Par contre le deuxième tome c'est vraiment t'as plein de petits trucs par-ci par-là et c'est quelque chose que j'ai adoré. Les personnages sont tellement bien développés, les relations, l'univers et tout ça. Et pour ceux qui essayent de faire le lien avec les Grisha, c'est qu'en fait tout ça se passe dans le Grishaverse, donc en soi c'est le même univers mais c'est pas la même ville. Donc en fait dans Grisha on est plus du côté de Ravka. Après il y a plusieurs royaumes, hein. Il y a beaucoup de choses, faut vraiment lire pour comprendre. Mais en tout cas là dans Six of Crows, au début en tout cas on est dans Ketterdam. C'est une petite ville, c'est assez dark, mais par contre au niveau de la population c'est beaucoup plus diversifié que qu'on avait dans Grisha, et c'est aussi comme ça un peu qu'elle a expliqué. Et moi personnellement j'ai vu un peu le parallèle avec Londres, parce que pour moi Londres c'est un peu pareil, il y a beaucoup de cultures, j'arrive pas à le dire, je vais mettre le mot à l'écran parce que j'en ai marre, mais qui se mélangent. Et pour moi c'était un peu ça, parce que aussi ce que j'ai pas dit, mais c'est que le Grishaverse, tout ça, c'est quand même énormément inspiré de la culture russe, et ça m'a fait un peu rire parce que quand j'ai vu les Grisha, c'était pile le moment où j'avais l'option littérature russe à la fac. Puis ensuite il y a eu King of Scars, donc ça je vais pas m'étaler là-dessus vu que je l'ai pas lu, mais en tout cas pour vous situer, King of Scars en fait c'est un personnage qui est dans les Grisha, donc la première trilogie. Voilà, donc en fait si vous voulez, la première trilogie et King of Scars ça se rejoint plus ou moins, mais Six of Crows c'est vraiment pas dans un autre univers, mais vu que c'est dans une autre ville avec d'autres personnages etc, c'est un peu, on va dire, à part, alors que King of Scars ça reprend un peu le mood du premier. Puis après on a les deux petits recueils de nouvelles. Donc en fait le Chant des Ronces c'est plus par rapport à Grisha, la trilogie, les trois premiers. Le second, Life of Saints, c'est pareil, c'est aussi sur Grisha. Donc en fait le premier c'est tout ce qui est folklore, il y a plein de petites histoires comme ça. Il est magnifiquement illustré, il est très beau, il me fait extrêmement envie, je l'ai pas lu. Et le second c'est Life of Saints, en fait c'est un livre sur tous les saints, parce que ça parle beaucoup de religion et donc des saints dans Grisha. Et en fait Alina on lui donne un livre qui s'appelle The Lives of Saints et elle a sorti au final ce livre là, donc c'est un livre qui est dans le livre, ce que je trouve absolument génial. Je les ai pas lus mais je sais juste que j'ai entendu que le premier était mieux que le second. Et enfin, on arrive à Ninth House. Alors Ninth House, c'est vraiment le livre qui est un peu à part, vu qu'il est pas du tout dans le Grishaverse. Ça n'a aucun rapport parce que Grisha c'est du YA, mais Ninth House c'est clairement un roman adulte. Et c'est vraiment, je l'adore. Mais d'abord, avant d'en parler, on va parler des trigger warnings, parce que je sais qu'en français, dans l'édition de Saxus, ils ont mis des trigger warnings au début du livre, mais dans les versions anglaises, ils n'y sont pas. Donc je vous conseille d'aller taper trigger warning Ninth House pour les avoir. Il y a mention de viol, et franchement il y a des moments qui sont quand même très durs à lire, donc vraiment renseignez-vous avant de le lire. Mais de quoi ça parle? Alors en fait ce roman il est trop bien. Pourquoi il est trop bien? Parce qu'on va suivre Alex qui vit sa vie à Yale. Enfin à Yale. Elle a été un petit peu prise de son lit d'hôpital où elle a failli mourir pour être impactée à Yale. Donc c'est un peu cocasse comme situation, mais ce que j'ai adoré c'est qu'en fait on va la suivre dans des sociétés secrètes là-bas à New York, et vraiment ça se sent que l'autrice a étudié là-bas, son travail a été remarquable sur l'architecture du bâtiment. Et pour petite information, Leigh Bardugo a même fait partie d'une société secrète à Yale. Elle a aussi beaucoup
beaucoup mentionné en fait son rapport à l'écriture par rapport aux scènes trigger de viol, etc. En fait, elle se questionnait beaucoup sur le fait de se dire est-ce qu'elle allait trop loin ou quoi, et après elle voyait l'actualité, elle se disait en fait non, genre clairement je vais pas trop loin, ça malheureusement ça colle totalement à ce qui se passe encore aujourd'hui. Pour vous donner un peu une idée, parce que là ça paraît un peu étrange par rapport à ce qu'elle a écrit, mais c'est pas un livre qui est totalement contemporain. Enfin, en fait c'est un mélange de contemporain, en fait on a une touche de surnaturel aussi. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je sais plus si c'est écrit dans le résumé, si des gens veulent lire le résumé ou pas. Allez voir sur Goodreads ou lisez-le directement, mais franchement si vous sentez de le lire, il vaut largement le coup. Je pense que la question là qui reste vraiment en suspens avec tous ces livres, enfin, en tout cas dans le Grishaverse, c'est lesquels on lit en premier, quel est l'ordre, pourquoi ci, pourquoi ça. Je vais vous dire l'ordre dans lesquels je pense que c'est bien de le faire et l'ordre dans lesquels moi je les ai lus. Donc pour moi en vrai, l'ordre le plus logique c'est de les lire à la suite. La série des Grisha, comme je vous ai dit, pour moi elle est un petit peu on va dire inférieure en niveau de style d'écriture et même de la profondeur des personnages, etc. Donc pour moi c'est mieux en tant que lecteur de partir bas. Maintenant moi ce que j'ai fait c'est pas du tout ça parce que ma relation avec ces livres là était un petit peu cocasse. Théoriquement moi je les ai lus dans le désordre. Personnellement moi ça m'a pas dérangé parce qu'en fait comme je vous ai dit j'ai lu les Grisha parce que j'adorais l'univers de Six of Crows et que j'avais envie de retrouver tout ça et que ça me gênait pas, que j'aime l'autrice. Mais en fait si j'ai des bons souvenirs, je sais que dans le tome 2 je m'étais fait un peu spoiler de 3 éléments qu'il y avait dans les Grisha parce que évidemment Six of Crows et Fucking Kingdom ça se passe après, donc en vrai il y a 2-3 petites références, sauf que moi je les avais pas lues. Par contre, si vous voulez lire King of Scars, je pense que là clairement il faut lire les Grisha avant parce que c'est un personnage qui est dedans et c'est là où, même si c'est pas du tout le personnage central, il y a quand même pas mal de petites choses qui font que vous allez mieux comprendre. Et je sais que dans King of Scars, il me semble qu'il y a Nina et Zoya qui sont aussi 2 personnages, on la retrouve dans Six of Crows et dans les Grisha. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit guide vous aura guidé, voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà fan de Leigh Bardugo ou quand vous allez le devenir, s'il vous plaît, donnez-moi une date, j'espère que ça sera bientôt. Non, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Six of Crows ou quoi et c'est ok. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pression là sur Instagram en mode c'est la saga que tout le monde aime, mais bon, si vous aimez pas, vous aimez pas, hein, genre personne va vous haïr pour ça, en tout cas pas moi. Ça m'a fait très plaisir d'en parler parce que j'adore cette femme et voilà, enfin bref. Moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ah oui, et rendez-vous demain parce que normalement demain il y aura un vlog sur ma relecture du premier tome de Grisha. Ciao!